Welcome to the 2025 Simons Medal Presentation and Lecture on the State of Canadian Confederation, proudly presented annually at Confederation Centre of the Arts. Awarded to Canadians who have made outstanding contributions to our country, previous recipients include Mary Simon, Dr. David Suzuki, the Honourable Murray Sinclair, the Honourable Louise Arbour, Sheila Rogers, the Honourable Frank McKenna, and Christy Clark. A total of 27 recipients have been granted the award, hailing from coast to coast to coast. The Simons ceremony is held in the birthplace of Confederation to mark the anniversary of the Charlottetown Conference of 1864. Since long before that historic meeting, Prince Edward Island has been known as Epiquet to the Mi'kmaq people, who have lived here for more than 10,000 years. We proudly move forward together in the spirit of reconciliation and to continue the ongoing conversation of an evolving Canada. Since 2004, the Simons Lecture Series has provided a national platform for diverse and distinguished Canadians to share their thoughts on the current state of Confederation, giving all Canadians the opportunity to reflect upon our country and its future. Named in honor of the late Professor Thomas Simons, a visionary and founding president of Trent University, Professor Simons was widely recognized for his contributions in the areas of public policy, heritage, and education. The 2025 Simons Medal recipient is award-winning author Miriam Toews. This internationally acclaimed author has written best-selling novels and a memoir and is celebrated worldwide for her wit, compassion, and unforgettable storytelling. Her artistry has earned honors such as the Governor General's Award and the Writers' Trust Fiction Prize. As the 2025 Simons Medal recipient, Ms. Toews will take to the stage to share her reflections on Canada through the lens of her life and work as one of the country's most vital literary voices. We can all look forward to a riveting and inspiring event. Nous allons maintenant vous présenter la lauréate de la médaille Simons 2025, Miriam Toews, avant de l'inviter à monter sur la scène avec le lieutenant-gouverneur pour la présentation de la médaille. À la suite de la cérémonie de présentation, nous allons aussi inviter Sheila Rogers à monter sur la scène avec nous. Sheila, comme vous le savez bien, est non seulement une animatrice célèbre de la radiodiffusion, mais aussi lauréate de la médaille Simons 2022. Pour la première fois dans la tradition de la médaille Simons, la lauréate de 2022 animera alors, comme elle fait mieux que quiconque, un échange avec la lauréate 2025, Miriam Toews. Miriam Toews est l'une des romancières les plus appréciées du Canada. Tout au long de sa carrière, ses romans ont régulièrement figuré sur les listes des meilleures ventes et sur les listes restreintes des prix littéraires les plus prestigieux de notre pays. Son premier roman, Drôle de tendresse, a remporté le prix du gouverneur général pour la fiction en 2004, ainsi que l'édition 2006 du prix Canada Reads de la CBC et a été acclamé à l'échelle internationale. Son roman suivant, Les Troutman volants, a remporté le prix Rogers Writers Trust en 2008, un prix que Toews a remporté pour la deuxième fois, en 2014, avec son roman Pauvre petit chagrin. Pauvre petit chagrin a également remporté le prix Sinbad 2015 pour la fiction étrangère en Italie et a été sélectionné pour le prix Folio et le prix Welcome Book au Royaume-Uni. Reconnu pour son talent d'écriture et sa capacité à insuffler de l'humour dans des circonstances tragiques, ses livres ont été traduits dans plus de 20 langues. Née et élevée à Steinbach, au Manitoba, et descendante directe des premiers colons mennonites de Steinbach, l'œuvre de Toews explore la lutte de l'individu pour trouver la liberté au sein de systèmes de pensée fermés. Toews a quitté Steinbach à l'âge de 18 ans pour passer quelque temps à Montréal et à Londres, en Angleterre,
avant de s'installer à Winnipeg, où elle a obtenu un baccalauréat en études cinématographiques à l'Université du Manitoba et ensuite un baccalauréat en journalisme à l'Université King's College à Halifax. Depuis, elle a reçu 5 doctorats honorifiques ainsi que l'Ordre du Manitoba et l'Ordre du Canada. Le 3e livre de Taves, Jamais je ne t'oublierai, publié en 2000, est un mémoire écrit à la première personne dans la voix de son père, peu après son suicide. Le livre a été immédiatement salué comme un classique de la littérature moderne sur la maladie mentale et a remporté le prix Alexander Kennedy Isbister pour la non-fiction et le prix McNally Robinson du livre de l'année. Pauvre petit chagrin décrit la relation tumultueuse entre 2 sœurs, l'une voulant mourir, l'autre voulant que sa sœur reste en vie. Il a été adapté au cinéma par Michael McGowan en 2021. Les romans de Taves mettent souvent en scène des voyages et des personnes itinérantes qui tentent d'échapper à une autorité inflexible ou qui doivent survivre à un traumatisme personnel. Mon favori personnel dans ce genre est certainement Fight Night, où le rapport d'une énorme tendresse entre Grandma et sa petite-fille, Swiv, est à la fois profondément émouvante, drôle à vous faire éclater de rire et tout à fait inoubliable. Taves est elle-même apparue sur le grand écran. Elle a tenu le rôle principal dans le long-métrage Silent Light, écrit et réalisé par le cinéaste mexicain Carlos Regadas, lauréat du prix du jury à Cannes en 2007, une expérience qui a inspiré son 5e roman, Irma Voth. Elle a été nominée pour le prix de la meilleure actrice aux Ariel Awards au Mexique pour sa performance. En 2022, Taves était aux Oscars à Los Angeles pour voir l'adaptation cinématographique de son roman « Ce qu'elles disent », une adaptation par Sarah Polley, nominée pour le meilleur film. Elle vient de publier son 10e livre, un mémoire intitulé « A Truce That Is Not Peace », une trêve qui n'est pas la paix. Miriam est venue de Toronto aujourd'hui. Elle est accompagnée de son éditrice et amie Lynn Henry. Et maintenant, le Centre des arts de la Confédération est fier de remettre la médaille Simons 2025 à Miriam Taves. Veuillez l'accueillir sur scène. Miriam? Wow. Merci beaucoup. Je suis vraiment très reconnaissante. Merci à vous tous et toutes d'être ici aujourd'hui. J'aimerais remercier quelques personnes. Et moi, j'ai pratiqué mon discours et vraiment, on dirait que c'est la première fois que j'essaie de m'exprimer ici. Alors vraiment, je suis vraiment verklempt, comme on dit en allemand. J'aimerais vous lire un petit quelque chose que j'ai rédigé. Ensuite, j'avais commencé la causerie avec Sheila. Merci bien de cette présentation, vraiment très émouvante. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous pour recevoir la médaille Simons. Je suis ravie d'être ici à Charlottetown. Ça fait peut-être 40 ans que je n'y étais pas revenue. Et j'aimerais aussi remercier... Ah, voilà. C'est pour ça que je me sentais tellement dépassée. Et merci beaucoup à Kateri Code et au lieutenant-gouverneur aussi, à Bob Sear, Rob Heinzman aussi, du comité. Et aussi merci à Steve Bellamy et à tout le monde ici au Centre des arts de la Confédération. Merci énormément.
En tant qu'écrivain et artiste, ce que nous faisons est en conflit direct avec l'établissement et la société et les systèmes conventionnels de l'oppression et les institutions. Parce que nous sommes vraiment des subversifs, nous luttons et nous sommes des sceptiques aussi et nous sommes déprimés généralement. Si nous ne sommes même pas des anarchistes comme tels, notre esprit est anarchiste. Alors, un prix comme celui-ci, qui a de la signification pour le Canada et pour les Canadiens, ça cause un moment de réflexion, disons. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ce sens? Et je crois que ça veut dire peut-être que ma lutte est aussi la lutte de bien d'autres. Ma lutte est votre lutte, ma joie est votre joie. Mes blagues aussi sont vos blagues et nous sommes en communauté. Et je sais que les gens m'écoutent. Je dis quelque chose que bien d'autres disent aussi et ça me donne un sentiment d'humilité et de pouvoir en même temps. Et pour moi, dans ma tête, c'est une solidarité collective très belle d'esprit. Nous ne sommes pas seuls chacun dans notre soi. Merci beaucoup. C'est un honneur de la médaille. Et vraiment, si mon père était en vie, il serait le plus fier des Canadiens. Merci. Merci, Madame Taves. Sheila Rogers n'est pas seulement une journaliste canadienne très appréciée, chancelière de l'Université Queen's et ancienne chancelière de l'Université de Victoria, mais aussi la lauréate de la médaille Simons 2022. Nous sommes ravis de l'accueillir à nouveau pour participer à la remise de la médaille Simons de cette année. Veuillez accueillir sur scène Sheila Rogers. Un bon retour parmi nous, Sheila. Nous sommes ravis de vous revoir sur cette scène et nous attendons avec impatience la suite de la cérémonie de cette année. Une première pour la médaille Simons, une conversation comme vous seul savez le faire entre la médaillée Simons 2022 et la lauréate de cette année. Je vous laisse la parole, Myriam. Merci à tous et à toutes. J'allais dire que c'est super de vous voir, mais en fait, c'est super de ne pas pouvoir vous voir. Et je me demande, avec le gouverneur ici, le premier ministre, le maire aussi, il y a bien des ministres aussi qui sont ici. Qui est au guide de l'île du Prince-Édouard en ce moment? Oui, merci. Félicitations. Je suis tellement ravie pour vous, Myriam. C'est très bien. Vous avez parlé un peu de ce que ça signifie pour toi, mais comment ça s'est passé quand tu as reçu l'appel? Mais moi, je pensais que c'était une blague, évidemment. Mais c'était peut-être mes enfants qui s'étaient réunis pour me jouer une blague, mais non, c'était vraiment toute une surprise. Les gens comme vous qui ont déjà reçu cette médaille, c'est un groupe qu'il me plaît beaucoup de faire partie de ce groupe-là, oui. Thomas Simons était un homme qui était humble, il avait beaucoup de compassion, il était curieux aussi. Il a fondé l'Université Trent, il a initié les études canadiennes et autochtones. Et je crois que tu es vraiment quelqu'un qui devrait être vraiment honoré dans ce contexte-là. Alors, félicitations. Merci. Et est-ce que nous pouvons commencer? J'aimerais commencer en fait avec un mot qui apparaît vers la fin. Bon, on dira qu'est-ce que ça veut dire précisément dans un instant, mais un livre, A Truce That Is Not Peace, un trêve qui ne l'est pas. Et bon, le mot que l'on voit là-dedans, c'est fui, qui est utilisé de façon très précise vers la fin du livre. Alors, à qui est-ce que vous aimeriez dire ce mot-là en ce moment? Il y a une personne évidente, je pense, à qui j'aimerais lancer cette insulte. Bon, on peut peut-être l'appeler l'agent orange. Très bien, très bien.
Bon, nous savons que nous vivons une époque turbulente en ce moment, toutes sortes de perturbations. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous voyez le monde en ce moment? Bon, comme c'est le cas tous les jours, lorsque nous regardons ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe partout, c'est un peu comme si on se rend compte que tout est en train de s'écrouler, c'est collectif, tout le monde devient très nerveux, il y a une fébrilité, un peu comme si on voyait une lumière à l'horizon. Et en ce moment, c'est comme si nous sommes un peu dans les ténèbres et nous vivons une époque agonisante, en fait. C'est agonisant de voir tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. On peut penser aux guerres, à Gaza, à toute la division, la haine, la peur. Et s'il y a une résistance qui se lève, ça ne semble pas être très efficace de nos jours. Alors, oui, ça fait vraiment peur. Je pense que l'une des choses que nous avons vues dans la dernière année, plus ou moins, est qu'on semble donner la permission à tout le monde d'agir comme cela. Donc, prenez la phobie que vous voulez, xénophobe, transphobe, quoi que ce soit. C'est comme s'il y a une permission. Et comment voyez-vous le Canada dans ces tendances-là? Eh bien, le Canada, nous voyons un peu les choses de l'extérieur en ce moment. Nous savons que le Canada est un endroit où il y a davantage de cohésion, davantage de tolérance. Il y a peut-être, je cherche mes mots, mais peut-être qu'on est un peu plus ouvert sur le monde, on est un peu plus accueillant. Mais ce n'est pas nécessairement vrai. Dans une certaine mesure, oui, mais toutes ces choses-là dont vous parlez, c'est également quelque chose qui affecte les Canadiens. J'ai l'impression, personnellement, que nous devenons une société qui reflète cela un peu. Je pense que souvent, on se tourne vers les États-Unis ou vers d'autres parties du monde. Et bon, c'est peut-être un point de vue négatif, mais en revanche, bon, si on pense aux élections, ce qu'on a vu comme résultat, il semble bien y avoir ce désir chez les Canadiens et Canadiennes de faire mieux, de répondre aux besoins des êtres humains. Et pas seulement... Bon, je ne sais pas. Je n'étais pas vraiment prête pour cette question-là, Sheila. Oui, je ne vous ai rien envoyé en avance. Oui, alors, bon, l'impression que j'ai, c'est que c'est positif en ce moment d'être au Canada par rapport à ce que nous voyons dans le monde. Et nous avons davantage de tolérance ici au Canada. Nous sommes plus accueillants, on a moins peur, il y a moins de haine. Voilà comment on aime se percevoir et je pense qu'il y a une certaine vérité derrière ces perceptions. Mais je pense que ça aussi, ça va peut-être s'effriter. On commence peut-être à changer un peu de cap et il faut arrêter. Oui, justement, il ne faut pas reposer sur nos lauriers. Je pense qu'il faut rester vigilant. Il faut continuer à se souvenir de l'importance de la vérité. Je ne me souviens pas où vous l'avez dit, mais vous avez dit à un moment donné que la vérité simplifie les choses, en fait. Ça ne complique pas les choses. Vous vous en souvenez? Non, pas particulièrement, mais je vous crois. Oui, on a eu toutes sortes de conversations dans le passé. Et c'est certainement quelque chose que je ressens, oui, absolument. Ça peut faire peur parfois que d'être confronté à tout cela, que de voir la vérité devant nous. Mais si on n'affronte pas la vérité, si on joue à l'autruche, en fait, je pense que c'est beaucoup plus terrifiant. J'ai certaines questions par rapport au Canada.
Il y en a une qui va être reliée à l'une de vos œuvres, mais en parlant avec le lieutenant-gouverneur Walloon hier soir, on parlait d'immigration. Et ce pays, évidemment, a l'immigration comme fondation. Mais si on pense à tout ce qui se passe avec l'immigration maintenant, mais sans l'infrastructure, sans les écoles pour appuyer toutes ces personnes qui arrivent au Canada, vous avez en fait une histoire dans votre deuxième livre, A Boy of Good Breeding. Et votre premier, c'était lequel, le premier livre? Summer of My Amazing Luck. Ah oui, c'est vrai. Alors, dans ce deuxième livre, A Boy of Good Breeding, il y a un maire, Hosea Thump, qui est maire d'une petite municipalité et il veut assurer que la population reste à un chiffre précis. Il fera tout son possible pour ne pas que la population ni monte ni descende. Oui, bon, c'était 1500. Quand j'ai écrit le livre, à l'époque, je voulais m'assurer... Bon, en fait, l'hypothèse de ce livre, c'est que le premier ministre du Canada a dit qu'il irait visiter la plus petite municipalité officielle du Canada. Alors, le maire, lui, pense que le premier ministre du Canada est son père biologique, même si ce n'est pas reconnu. Alors, il veut absolument que cette visite ait lieu. Il veut que le premier ministre vienne dans sa municipalité. Alors, il veut limiter la population de sa municipalité. Il veut que ça soit limité à 1500, ce qui, bon, ce n'est peut-être plus le cas, mais si, bon, nous, à l'époque, on avait fait des recherches, il faut au moins 1500 personnes pour être considéré ce type de municipalité. Et sinon, bon, on devient une ville. Alors, comment voit-il ses co-citoyens, co-citoyennes? Oui, c'est rigolo. Je sais que ce maire devient, en fait, très irrité lorsqu'il y a une femme qui donne naissance à des triplets. Il sait qu'elle est à l'hôpital et, bon, elle donne naissance plus tôt que prévu. Alors, lui, il espérait qu'elle allait donner naissance après le dénombrement officiel, après que la visite ait été préparée. Bon, il sait qu'il y a également des personnes plus âgées qui sont malades, qui sont peut-être sur le point de mourir dans la communauté. Alors, bon, il a tendance à être là, dans les parages, près de ces personnes-là, un peu comme un fantôme qui les observe. Donc, juste pour essayer de s'assurer de garder ces chiffres, le 1500 habitants. Alors bon, c'est rigolo comme livre. C'était dans les premiers balbutiements de ma carrière. Oui, c'est ça, contrôle de la population. Lorsque votre œuvre Nuit de combat a été publiée, Ralph Heintzman a dit que c'est son livre préféré. Moi aussi, je l'adore. Peu de temps après la publication de ce livre, on faisait une entrevue virtuelle. C'est l'histoire de Swift, qui a 9 ans, et sa relation avec sa grand-mère, Elvira, grand-maman qui est très sportive. Alors, je lui ai demandé de quel type de combat est-ce qu'on parle? C'est quoi cette nuit de combat? Alors, bon, je sais que vous l'avez dit là parce que j'ai réécouté notre entrevue virtuelle. Vous avez dit que c'est le combat pour la vie, le combat pour le bonheur, pour la connexion entre les êtres humains, le combat contre la solitude, contre l'aliénation. Il y a d'autres combats. Il peut y avoir le combat contre le taliban, le fascisme et ainsi de suite. Mais bon, le combat, c'est vraiment de pouvoir regarder en vous, en votre cœur, de vivre la joie et de pouvoir partager cette joie autour de vous. À quel point est-ce difficile de faire cela de nos jours? Eh bien, c'est bel et bien un défi. C'est bel et bien un combat, en ce qui me concerne. On a parlé un peu du fait que nous vivons une époque difficile et il peut être difficile de trouver la joie dans tout ce pénombre de nos jours. Et lorsque c'est quelque chose que vous vivez tout à coup, même si cela vous est imposé contre volonté, tout à coup, c'est comme un sentiment beaucoup plus profond. Et vous ressentez ce sentiment que vous voulez donner aux autres. Vous voulez partager cette joie. En fait, c'est presque comme un défi mental, n'est-ce pas? Dans sa vie, on espère toujours ressentir du bonheur et c'est quelque chose sur quoi il faut travailler.
Il faut se dire, bon, je vais essayer de voir les choses de façon plus positive, c'est comme ça que je veux vivre ma vie, il faut y travailler. Donc, bon, nous sommes en train d'établir une connexion ici, nous parlons, c'est un événement plein de joie et de bonheur. Ouais, deux personnes un peu dépressives qui jasent. Ouais, bon, deux personnes anxieuses qui jasent. Mais bon, on s'amuse quand même, on s'amuse. Oui, effectivement, il y a de la joie. C'est la joie qui nous permet d'établir cette connexion. Et ce bonheur nous permet d'établir des connexions avec les autres autour de nous. Même si on ne les rencontre pas directement, même si on ne les connaît pas personnellement, il y a quand même cette idée de connexion qui est très importante. J'ai déjà dans mon passé vécu des difficultés mentales, un peu comme un effondrement, et on m'a dit que le bonheur, c'est un choix. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Oui, moi aussi, je suis passée à travers exactement ces mêmes choses, ces effondrements, ces débâcles. Et quand on est en train de vivre cela, est-ce que c'est vraiment possible de se forcer d'être heureux quand on est au bas-fond? Non, je ne pense pas. Mais à part ces moments-là de dépression, à part ces dépressions nerveuses, à part ces périodes-là particulièrement difficiles où on souffre de problèmes de santé mentale, vous savez, c'est une question chimique. C'est une maladie. Ce n'est pas vous qui décidez. Il n'y a aucune pensée rationnelle, c'est juste tout à coup, ça arrive. C'est une crise absolument terrible. Et je pense que vous n'avez pas de choix quand vous êtes en dépression nerveuse. Mais, à part ces moments plus difficiles, oui, je pense qu'on a un peu plus la capacité de faire des choix et de choisir d'être content. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, moi, je sais que dans mes moments plus difficiles, en fait, pendant quelques mois, je ne pouvais rien choisir. C'était juste constant. Pas de haut, pas de bas. Tout ce que je me souviens, c'est que j'étais toujours épuisée et je ne voulais plus être épuisée. Et bon, c'est un détail, en fait, que j'adore. J'aime raconter comment j'ai passé beaucoup de temps sur le plancher de la salle de bain en petite boule parce que tout ce dont vous avez besoin est près de vous. Et en fait, sur ma joue, j'avais les tuiles de la salle de bain qui étaient imprimées sur ma joue. Aviez-vous un divan dans la salle de bain? Oui, ça aurait été le luxe, la salle de bain de luxe. Donc, bon, oui, j'ai un mari qui s'occupait de moi. Il y avait également un tapis et de très bonnes serviettes aussi. Mais bon, des décisions, c'était tout à fait impossible pour moi pendant cette époque. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Oui, absolument. Et nos vies dépendent de cela, n'est-ce pas? Tout à coup, c'est comme si vous êtes complètement submergé. Vous êtes presque sous l'eau. Bon, revenons au Canada de façon plus générale. Le Canada post-pandémie. Je sais que c'est quelque chose que vous avez vu chez les jeunes. On semble constater qu'il est difficile pour eux d'avoir le type de vie que nous avons eu, toi et moi. Et bon, je suis un peu plus vieille que toi, mais on a quand même vécu de bons moments quand on allait à l'université, quand on se préparait à officiellement être lancé dans le monde. Et je sais que c'est beaucoup plus difficile maintenant après ces périodes d'isolation. Oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était... Bon, je pense à comment nous, on a vécu notre jeunesse. Il y avait beaucoup plus de liberté. Bon, oui, il y avait des hauts et des bas, il y avait des craintes, ce n'était pas parfait. Mais c'était différent. Et maintenant, si on pense aux médias sociaux et à la pandémie, c'est vraiment terrible. Désolée. Alors oui, tout est en ligne maintenant, tout est accessible, tout est là à votre disposition, mais en même temps, non.
Alors, dans toute cette angoisse, il y a cette pression que de faire quelque chose, que d'être quelqu'un. Nous, on n'avait pas les médias sociaux. Non, on n'avait même pas de téléphone cellulaire. Alors, bon, juste se déplacer, on espérait que la personne avec qui on s'était entendu par téléphone, on espérait qu'il allait se pointer à l'endroit désigné. Ah, et on écrivait des lettres. Oui, on s'écrivait des lettres. Les lettres venaient par la poste. Et est-ce que vous vous souvenez de postes restantes? Alors, bon, oui, c'est ça. On mettait, bon, Miriam, Taves, Londres, quoi que ce soit. Alors, tout va au bureau de poste principal et vous vous présentez là en demandant s'il y a eu du courrier, si vous avez reçu des lettres. Mais bon, il n'y avait rien. Peut-être que de temps en temps, vos parents allaient vous envoyer un peu d'argent. Donc, de nos jours, les gens sont... Bon, parce qu'ils ont dit la mauvaise chose, ils ont fait la mauvaise chose. Bon, on va, comme on dit en anglais, to be cancelled. Donc, on va être excommunié un peu. Et vous avez vécu cela. Vous avez été excommunié de votre église à Steinbach. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience-là? Oui, absolument. Comme vous l'avez dit, les gens ont presque peur d'agir, de parler de leurs convictions. Mais oui, certainement. Bon, j'ai grandi dans une petite municipalité ménonite et j'ai été officiellement excommuniée par mon oncle préféré. Alors, ouais. Mais bon, il faisait tout simplement son travail. C'était un aîné dans l'Église. Et c'est seulement plus tard, bon, j'avais déjà quitté la municipalité. C'était quand je vivais à Halifax. J'avais 2 enfants. Bon, je n'étais pas mariée, 2 pères différents. Bon, tout ce que j'ai fait, bon... mais c'était quand j'étais aux études à Halifax et bon, c'était évident que si je n'avais pas été officiellement excommuniée, bon, que je n'étais plus la bienvenue, en tout cas dans l'Église. Mais bon, j'ai reçu la lettre pour officialiser la décision et cela ne m'a pas particulièrement affectée à l'époque. Mais maintenant, quand j'y pense, en fait, j'y ai beaucoup pensé dans les dernières années. Je me demande, bon, le comment, le pourquoi, le dommage que ça peut causer que de recevoir ce type de lettres. Bon, il y a le fondamentalisme religieux, bon, les règles de l'Église, c'est Dieu qui a tout donné apparemment aux aînés, des hommes, les employés de l'Église. Alors, c'est vraiment incroyable quand je repense à tout cela, à ma communauté, à la destruction que cela a causé, des familles absolument déchirées, des enfants venant de différents couples, ou s'il y a une personne de la famille qui est excommuniée, mais que les autres ne le sont pas, on s'attend de vous à ce que vous ayez la même opinion envers les membres de votre famille. C'est vraiment dingue, tout cela. Et comment est-ce que votre maman a réagi quand vous avez été banni? Ah, elle était en colère, en fait, que c'était son frère qui m'avait envoyé cette lettre-là. Juste le fait qu'ils aient fait cela, bon, qu'il ait officialisé. Cela n'avait pas besoin d'être officialisé. C'était déjà compris de tous que c'était la décision qui avait été prise. Mais bon. Ma mère m'a toujours appuyée dans ma vie, même ma vie à l'extérieur de l'Église. Et elle continue de faire partie de l'Église ménonite Danforth à Toronto. C'est une personne bienveillante, tolérante. Cette Église, en fait, est très différente de celle de Steinbach, où j'ai grandi. Alors, cette Église est très progressive, fait de très bonnes choses. Alors, ils mettent beaucoup l'accent sur la justice sociale, sur la tolérance, sur l'inclusivité. Toutes ces choses-là que bon, je n'ai pas connues dans mon enfance à cette Église. Alors, il y a tellement de choses qui la rendent en colère, mais il y a tellement d'autres choses dans la foi ménonite dont elle a absolument besoin. Est-ce que vous allez à l'Église avec elle? Dernièrement, oui. Bon, parce qu'elle a 90 ans et elle a des problèmes de santé, elle s'évanouit. Bon,
Je veux pas dire qu'elle tombe par terre, là, mais bon, peut-être qu'elle s'endort un peu. Et cela a tendance à alarmer les gens. Moi, cela ne m'alarme plus, ça arrive toujours. Et tout à coup, elle va se relever la tête et dire qu'elle est prête à repartir. Mais bon, parfois, peut-être qu'elle a besoin de se coucher un peu. Elle a besoin d'un peu d'aide. Alors oui, j'y vais avec elle. Auparavant, je ne faisais que la déposer à l'église, mais maintenant, j'entre avec elle. Et c'est vraiment bizarre. Je n'ai pas encore géré mes émotions par rapport à cela. Mais voilà, je suis là dans l'église. Je me souviens, en lisant l'œuvre Irma Voth, après qu'elle quitte sa communauté ménonite, elle pense à ce que son père lui a dit, donc qu'elle sera confrontée par la liberté. C'est incroyable comme phrase. Qu'est-ce que cela veut dire à vos yeux? Oui, c'est bel et bien une confrontation. On peut être terrifié par cette idée-là de la liberté. Bon, la liberté, bon, ça veut peut-être dire qu'il ne reste plus rien à prendre, mais bon, vous pouvez voir la liberté comme tellement de différentes façons. C'est quelque chose en quoi vous croyez, c'est quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose que vous pensez, que vous avez toutes ces libertés qui nous entourent, que l'on veut absolument voir dans nos vies. Mais bon, on peut penser à la liberté de ce personnage, Irma Voth, mais également pour moi-même, que d'avoir quitté cette culture de contrôle, cette rigidité. On met tellement l'accent sur la discipline, la honte, la culpabilité, le silence. Alors que de quitter cela et de tout à coup être libre à un sens. Alors j'ai quitté ma petite communauté, je suis arrivée à Montréal. Alors j'ai quitté une communauté très conservatrice, très rurale, et tout à coup, je suis arrivée dans une ville cosmopolite, et c'était vraiment la liberté, on pourrait le dire, mais c'était quand même bouleversant, tout cela. Il y a tellement de personnes, lorsqu'elles quittent des communautés comme cela, elles peuvent peut-être aller trop loin, de vivre tout ce que le monde a à leur offrir, et parfois, ensuite, de revenir à sa communauté parce qu'on se dit, bon, le monde n'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Alors, il faut naviguer tout cela, il faut naviguer le monde. Et le but, quand j'étais toute petite, mon but, en fait, c'était de sortir dans le monde parce qu'on nous disait toujours, bon, c'est péché, le monde extérieur. Vous êtes dans le monde, mais pas dans le monde. Il faut rester ici. Alors que moi, je voulais sortir dans le monde. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. Et dans tout cela, il faut déterminer comment trouver sa liberté et comment identifier le type de liberté que l'on recherche. Que ce soit la liberté d'être vous-même, la liberté de ne pas être jugé, de ne pas être menacé avec l'enfer, de ne pas être placé dans un rôle de gens très rigides comme femme. Mais, de façon générale, je peux penser à cette idée-là de liberté, la généralité, si vous voulez. C'est peut-être un peu déstabilisant de voir la liberté comme cela. Lorsque j'étais à l'université, j'ai fait partie d'un groupe évangélique. Et bon, il y avait des règles. C'était très conservateur. Bon, conservateur petit, mais il y avait certains commandements, je pense qu'on pourrait les appeler. Et une chose qui existait absolument, c'était la certitude. Ceci, c'est la chose à faire, cette certitude. Qu'en pensez-vous de cette notion? Je ne suis pas certaine. Bon. Désolé. J'ai pas pu m'empêcher. Vous avez ouvert la porte, là. Hein? Bon. Mon avis sur la certitude. Non, je ne crois pas en la certitude, en fait. Alors, c'est cette certitude-là, quand on est si convaincu, en fait, ça peut rendre absolument dingue de penser que des hommes et des femmes, des personnes qui sont nos parents, nos enseignants, les membres du clergé ou quiconque, des personnes qui vivent, qui sont absolument convaincus, qui ont cette certitude de X, Y, Z.
bon, si c'est vrai qu'ils sont à ce point convaincus, on ne sait pas. Peut-être que dans leur moment privé, peut-être qu'ils se disent, bon, finalement, je n'ai aucune idée, mais je dois démontrer, faire preuve d'autorité, je dois démontrer que je suis certain. Parce que, bon, ils essaient peut-être de se convaincre eux-mêmes, de créer cette sécurité pour eux-mêmes et qu'ils doivent passer par d'autres personnes pour y arriver. Je ne sais pas. Mais je suis surprise d'apprendre que vous avez fait partie de ce groupe-là, j'avoue, hein, je suis surprise. Oui, j'ai fait partie du groupe. Et depuis, j'y ai beaucoup pensé. Mes parents venaient de se séparer, tout juste avant que j'aille à l'université, et je pense que je cherchais une autre famille. Et je l'ai trouvée pendant 3 ans. Ensuite, j'étais censée emménager avec une amie qui venait tout juste de se divorcer à l'âge de 24 ans. Et mon groupe m'a dit non. Il m'a dit que je ne pouvais pas emménager avec cette amie-là qui aurait dû respecter la promesse qu'elle a faite devant Dieu. Mais je me suis dit, elle a 24 ans. Il lui reste toute sa vie devant elle. Et c'était une décision positive pour elle de se divorcer. Alors, j'ai quitté ce groupe. Et si j'avais tout à coup accepté à nouveau la religion dans ma jeunesse, tout à coup, je l'ai quitté. Bon, et là, j'ai commencé à faire toutes sortes de choses quand j'ai quitté le groupe. Je ne sais pas si vous avez déliré de la même façon. Bon, oui, mes parents étaient en train de se divorcer et je cherchais, moi aussi, quelque chose. Parce que, bon, oui, il y avait les règles, l'évangélisme, toutes ces choses-là qui nous étaient imposées. Alors, je cherchais autre chose, oui, absolument. Alors, je comprends absolument cette extravagance. Tout à coup, on ne sait plus qui on est parce que vous avez eu l'habitude qu'on vous dise qui vous êtes. Et c'est sûrement la situation pour tout le monde. Lorsque vous passez du monde de l'enfance à devenir un adulte, tout à coup, vous êtes indépendant, vous êtes autonome. C'est une époque qui peut être vraiment... c'est une période absurde. Alors, pour qu'une personne soit absolument certaine de tout, là, non, je pense pas que ce soit possible. Non. Bon. Et merci de ne pas avoir demandé des précisions lorsque j'ai dit que j'ai fait toutes sortes de choses. Oui, je peux m'imaginer, en tout cas. Alors, j'avais même une petite épinglette à l'époque qui disait... Je voulais être... Ma mère ne m'a pas laissé être... ne m'a pas laissé retourner à la religion, même si je voulais le faire. Alors, je pense que vous pouvez pas aller des tragédies les plus profondes de perte de la famille au prochain moment de votre vie. Bon, il y a quelque chose dans tout cela qui parfois peut être un peu une comédie, un peu humoriste, comme on l'a vu. Comme on l'a dit précédemment, ça peut être très drôle. On peut en rire aux larmes en lisant vos livres. Donc, je veux revenir à Nuit de combat. Et j'aime bien quand la grand-maman dit « Bonne chance, amuse-toi, travaille pas trop fort ». Elle dit ça à quelqu'un lorsqu'il quitte parce que c'est quelque chose que l'on peut dire. Bon, parce qu'il ne croyait pas en la chance. C'était un péché de s'amuser. On était juste censé travailler. Alors, elle essayait de tout bouleverser en disant ça. Alors, je ne pense pas que c'est quelque chose à quoi vous pensez de façon consciencieuse lorsque vous écrivez, mais quel est le rôle de l'humeur, d'après vous, lorsque vous allez à l'encontre de ces scriptures? Dans ma communauté d'origine, et vraiment, ce sont des paroles que ma mère disait à tous les jours, et elle le dit encore plusieurs fois par jour, et je le dis à mes enfants, et j'imagine que mes enfants le disent à leurs enfants. Mais je crois que le rôle de l'humour, vraiment l'humour subversif, quand on habite dans une communauté comme celle-là, avec les règles, la structure et surtout les règles qui contraignent les femmes, il faut trouver
une façon de pouvoir sortir du carcan, au moins dans sa propre tête, et donner un peu de place aux subversifs, aux impulses subversives, à l'anarchie, au moins dans sa tête. Et vraiment donner une place à cet aspect-là. Et c'est de là que ressort l'humour, je crois. Et aussi de cette notion aussi de vraiment essayer d'avoir une rébellion, si petite soit-elle. Moi, ma sœur, ma mère, bien des femmes au sein de la communauté, nous savions comment bien respecter les règles, ou au moins, et éviter l'excommunion en général, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais en même temps, on donnait un peu aussi de la place pour pouvoir faire des blagues, de se moquer un peu de l'autorité. Et je me souviens que j'avais vu une fois un graffiti qui disait qu'il faut mettre à mort l'hypocrisie avec des blagues. Et c'est devenu vraiment un slogan pour moi. J'ai adopté ce slogan-là et j'y ai pensé beaucoup. Parce que c'est vraiment une hypocrisie telle dans ces communautés, parce qu'il y a les règles, mais il y a aussi tous les mensonges. Et la seule façon de vraiment naviguer dans tout ça, c'est par le biais de l'humour ou quitter la communauté. Oui, même dans ce qu'elles disent, qui est un livre qui porte sur des événements dans une communauté isolée, ménonite, où les femmes et les filles se faisaient attaquer sexuellement dans leur lit après avoir été droguées pendant la nuit. Ça explore la compréhension qu'ont les femmes de leur propre foi. Et il y a Auguste qui écrit l'histoire et qui dit « Elle avait tout ce qu'elle voulait, il fallait juste qu'elle puisse se convaincre qu'elle voulait très peu. » Et quand vous dites et vous écrivez quelque chose de rigolo, est-ce que vous le cherchez ou vous le trouvez par hasard? Réponse. Je pense que c'est vraiment un processus assez organique. C'est un peu les deux, en fait. Il y a le rythme et la musique d'une narration et ça sort quand on est en train d'écrire. Moi, j'aime bien ce mouvement et ce rythme de clair et obscur. Et je crois aussi que les deux sont toujours entreliés. Et c'est impossible d'avoir le clair sans l'obscur et vice-versa. C'est juste la façon dont je vois le monde. C'est un endroit qui est un endroit avec beaucoup de ténèbres, mais qui est aussi très drôle et absurde. Il y a beaucoup de comédie qui a lieu tout le temps. Et je crois que pour moi, c'était un peu le rôle qui m'a été attribué quand j'étais toute petite, parce que moi, j'étais un peu comme la compagne de ma mère qui faisait rire les gens, parce que mon père et ma sœur étaient souvent malades, alités, silents et silentes. Il y avait beaucoup de désespoir. Il y avait beaucoup d'obscurité dans la maison, de l'obscurité spirituelle. Et puis, quand moi, je suis née 6 ans après ma sœur, et c'était ou bien que j'ai constaté qu'il y avait un besoin, et j'ai essayé de combler ce besoin en adoptant ce rôle, ou que ça m'a été imposé de devenir un peu le clown de la famille pour peut-être susciter un rire ou un sourire de ces gens de ma famille qui, si mystérieusement, semblaient être vraiment accablés par cette obscurité. Vous perdez les deux, votre père et votre sœur. Ils sont morts par suicide, et je dois dire en ce moment que si il y a le 988 que vous pouvez signaler si vous sentez de la détresse en entendant parler de suicide. Veuillez signaler ce numéro.
Mais je me demande, vous avez beaucoup réfléchi à pourquoi votre père et votre sœur ont choisi cette façon de quitter cette terre? Réponse, oui, je passe beaucoup de temps à essayer de le comprendre. Des fois, je crois que je comprends ce choix qu'ils ont fait et des fois, je ne crois pas bien le comprendre et c'est vraiment un deuil particulier quand on a des membres de la famille qui se sont enlevés la vie. Je crois que dans les deux cas, mon père et ma sœur ont vraiment lutté, vraiment avec acharnement pendant si longtemps. Et quand ma sœur, par exemple, me disait, s'il te plaît, c'était après la mort par suicide de mon père, et ça a vraiment été tout un choc pour nous. Peut-être que ma sœur, ma mère s'y attendait un peu plus, mais ma sœur et moi, absolument pas. Et lorsque ma sœur a commencé à faire des tentatives de suicide, nous savions en quelque part qu'elle pouvait réussir à n'importe quel moment et nous essayons de l'empêcher de le faire. Et elle me l'a demandé, elle m'a supplié d'aller avec elle en Suisse à une clinique d'euthanasie. Et à ce moment-là, moi j'ai dit non, non, non. Ce n'est vraiment pas quelque chose que j'étais prête à accepter. Et maintenant, c'est un de mes regrets les plus profonds. J'aurais voulu le faire. Mais en ce moment-là, j'ai dit non, absolument pas. Il faut lutter pour la vie. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Myriam, ça fait 40 ans que je lutte pour ma vie. Et ça a vraiment été toute une révélation. Quand vous me posez la question, est-ce que je comprends pourquoi mon père et ma sœur ont fait ce qu'ils ont fait? Je pense à ce moment-là et oui, oui. Ce que vous venez de dire est vraiment présent dans votre roman Pauvre petit chagrin. Alors, ces étiquettes de fiction, de non-fiction, de mémoire biographique, etc., je veux dire, ce sont des étiquettes qui décrivent un genre d'écriture pour pouvoir indiquer aux gens ce que c'est pour que les lecteurs puissent trouver ce qu'ils veulent lire, la librairie, etc. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment si révélateur que ça. Tu sais, vraiment, il y a plein d'étiquettes, mâle, femelle, homme, femme, etc. C'est ma théorie, en tout cas, en ce moment. Mais aussi La Trêve. C'est un livre qu'on appelle une mémoire. Et oui, ça se peut, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Mon éditrice est ici, elle pourrait peut-être vous éclairer mieux que moi, mais c'est un truc. C'est un peu un essai, peut-être un poème, c'est peut-être une confrontation avec moi-même. Question. Est-ce que tout ce que vous avez écrit est un truc? Oui, oui, parce que j'écris un truc, je finis un truc, je publie un truc. Alors oui, il faut travailler sur le truc. Dans le domaine de la fiction aussi, Tous mes petits chagrins, par exemple, ça a occupé ma vie. Et c'était une œuvre de fiction. Et maintenant, avec le livre La Trêve qui n'est pas la paix, c'est ce qu'on l'appelle. J'adore le titre A Truth That Is Not Peace, La Trêve qui n'est pas la paix. C'est Christian Wiman, il est un poète américain et vraiment son œuvre porte beaucoup de sens pour moi. C'est dans un poème. Ça fait partie d'une citation plus longue qui apparaît au début du livre. Oui, c'est le contexte. Oui, je vais lire la citation. Il est possible de se souvenir de nos morts sans qu'ils nous hantent et de trouver une façon de
continuer à vivre avec nos souvenirs, nos familles et nous-mêmes dans une trêve qui n'est pas la paix. Oui, ça hérisse mes poils de lire ça. Oui, c'est de là que vient le titre. C'est une trêve, mais ce n'est pas la paix. Qu'est-ce que c'est? Non, ce n'est pas une paix. Ce n'est pas la paix. Le livre relève d'une question qui vous a été posée pour une conférence littéraire au Mexique et les organisateurs veulent que vous répondiez à la question pourquoi vous écrivez. Alors, vous savez où je m'en vais ici. Alors, pourquoi j'écris? D'accord. Encore une fois, c'est un peu... j'aurais peut-être... Dans mon livre, j'essaie de répondre à cette question-là à plusieurs reprises et en fin de compte, la conférence ne veut plus que je sois une des participantes. Mais bon, cette question-là, pourquoi écris-je? Pourquoi est-ce que je vis? C'est une question. J'ai pris une photo avec mon téléphone. C'est Patricia Lockwood. J'avais pris une photo de sa citation. Et elle décrit le sentiment qu'elle a quand elle commence à écrire. Et c'est comme si elle devenait vraiment une flèche. Alors, parce que quand on n'est pas en train de travailler sur un livre, on a un peu l'impression d'être inutile. Que vraiment, pourquoi ne pas exister? Pourquoi ne pas simplement être mort? Quand on est écrivaine, quand on n'écrit pas, l'existence n'a pas un sens. Mais là, il y a ce sentiment d'être un peu une flèche qui vole dans une ligne droite. Et vous volez. Vous ne savez pas nécessairement où vous allez aboutir, mais c'est une flèche. Et c'est vraiment un sentiment qui est le meilleur sentiment au monde pour un écrivain. Et je ne sais pas trop pourquoi j'écris, mais j'ai bien des théories parce que j'imagine que ce sentiment-là peut vous habiter si vous faites autre chose qu'écrire. Oui, comme vous savez, je suis si vieille que j'ai pu interviewer Timothy Findley. J'ai eu beaucoup de chance et je lui ai posé cette question-là, pourquoi j'écris. Et lui, il a dit, c'est pour contrer le désespoir. C'était vraiment sa réponse. Est-ce que c'est une réponse pour vous aussi? Absolument. C'est pour contrer le désespoir et c'est aussi pour établir cette connexion même dans votre tête avec d'autres personnes. Parce que si j'écris quelque chose, je tiens pour acquis que quelqu'un d'autre va le lire et va penser « Ah oui! » Parce que ce n'est pas vraiment pour que les autres vous comprennent qu'on écrit, mais c'est pour ne pas être seul. Et moi, j'imagine, quand j'écris, que je ne suis pas seule parce que j'imagine le lecteur qui va lire ce que j'ai écrit. Même si je ne les rencontre jamais. Même si je suis seule, je me sens en lien avec les autres êtres humains qui vont lire ce que j'écris et ça aide pour diminuer le désespoir. Question. Est-ce que vous seriez écrivaine si vous n'étiez pas capable d'écrire, de taper à toute vitesse? Oh, c'est une excellente question. Moi, j'étais superbe. Je pouvais taper à la machine très rapidement. Et c'est ma mère qui m'a demandé de devenir dactylographieuse, si vous le voulez, pour que je puisse devenir secrétaire. Alors, j'ai pris ce cours-là et vraiment, c'est devenu pour moi, je dactylographiais et c'est devenu un peu une caractéristique de mon être physique même. Et ma physiologie, c'était vraiment, j'étais constamment en train de dactylographier dans ma tête, avec mes doigts, tout ce que j'entendais. Il fallait que dans ma tête, je sois en train de dactylographier ce qui se passait. Et c'était probablement en plein milieu d'une crise nerveuse. Bon, mais ça m'est arrivé et je n'ai jamais arrêté de faire ça. Et quand vous décrivez le dactylo dans votre livre, c'est quand vous êtes avec Lucy et vous faites des chocolats et ça devient de plus en plus rapide. C'était vraiment un peu comme si, oui, c'était un aspect de votre physique que de pouvoir dactylographier dans votre tête. Oui. Et c'est une toute petite anecdote avant d'avoir un ordinateur, parce que moi aussi, j'ai un certain âge et ça fait longtemps que j'écris.
Mais quand j'ai eu le petit Mac classique, l'ordi, et quand j'ai commencé à dactylographier, c'est là que j'ai commencé à penser, bon bien, parce qu'il est possible de dactylographier plus rapidement qu'on écrit avec la main. Alors, c'est une façon de vraiment synchroniser la pensée et la vitesse de la dactylo. Et faire... Oui, je garde ma petite horloge analogue. Oh, c'est cute. Et qu'est-ce que... Vous la traînez partout? Oui, je garde dans ma poche et... Oui, peut-être avec une chaîne, ça serait plus facile de le garder. Oui, je devrais faire ça. Mais je veux vous poser une question. Je veux vous parler du musée du vent et la façon dont vous parlez de différents types de vents. Et vous voulez commencer un musée des vents. Donc oui, c'est dans le livre. J'ai un fil rouge qui est cette idée d'avoir un musée de vent. Et c'est un peu une métaphore de ce que c'est que d'écrire et de penser qu'on pourrait créer un tel musée avec les vents et penser qu'on peut écrire un livre qui contient toutes nos pensées. Je ne pense pas que c'est possible parce qu'on écrit un livre et le livre devient une entité en soi, mais ce n'est jamais une représentation de tout de ce qu'on peut penser c'est un peu inadéquat dans ce sens-là. Mais un musée des vents, c'était pour moi une métaphore un peu rigolote de cette idée. Et d'avoir ces différentes salles avec les différents vents. Et puis, il faudrait que les gens signent une dérogation si jamais ils étaient dans une salle avec un vent particulièrement violent, puis qu'ils se faisaient garrocher contre les murs au sein de ce musée. Et quand j'étais petite, je pensais à un musée de pluie. Mais là, quand j'ai pensé au musée des vents, c'était peut-être un peu plus possible. Et lorsque j'étais au Royaume-Uni, il y a une femme à Londres qui... Je présentais mon livre et c'était une directrice de musée. Et elle m'a dit, « Savez-vous que je pourrais organiser un musée des vents pour vous? » J'ai dit, « Wow, c'est bien. » En parlant de certitude, elle était très certaine. Maintenant, peut-être en guise de conclusion aujourd'hui, j'aime bien la joie de vos personnages plus jeunes. Il y a Licia et Aucha dans ce qu'elles disent. Ce sont des jeunes pleines de rébellion qui sont vraiment pleines de joie. Quel est votre point de vue sur les jeunes et l'avenir? Je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est peut-être à la mode de penser que les jeunes sont tous conservateurs, conservatrices, capitalistes, etc. Mais moi, je vois beaucoup d'énergie chez les jeunes et d'optimisme. Oui, nous parlions d'à quel point il est difficile maintenant d'être jeune, mais en même temps, c'est la qualité de la jeunesse elle-même. C'est qu'on ne sait pas. On a de l'espoir quand on est jeune. Et je le constate chez mes petits-enfants aussi. Ils sont tout petits, ils ne sont pas vraiment en train de changer le monde en ce moment et devenir des adultes, mais ils sont en train d'apprendre à lire, par exemple. Mais je vois et je constate chez eux que j'ai vraiment de quoi sourire et de penser et d'imaginer. Alors oui, non, absolument. J'ai de l'espoir par rapport aux jeunes. Et une petite question au sujet du Canada. Est-ce que vous pensez que les jeunes devraient voter à l'âge de 16 ans? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'ils devraient conduire à l'âge de 16 ans? Non, pas du tout. J'aimerais conclure avec vous, Myriam. J'aimerais que vous lisiez les 4 dernières pages de votre livre « La trêve qui n'est pas la paix ». Alors, à partir de cette page-ci,
le 25 décembre 2023. Chère Marge, mon petit-fils, le deuxième plus vieux, m'a donné sa liste de Noël et j'essaie de voir. C'était un toutou de crabe, un yo-yo et ma propre armée. Je pensais que vous aimeriez ça. Et ça aussi, tu vas aimer ça. Un étranger parfait qui est arrivé avec le chaos et il pensait qu'il avait été invité à passer Noël avec nous. Mais qui l'avait invité? Peut-être que c'était un ancien ami de ma mère, un prof de mes enfants ou quelque chose. On lui a dit, bon, mais bienvenue, entrez. Il s'est assis sur les escaliers, il a enlevé ses bottes, son manteau, il est entré dans la cuisine avec un sourire et on a dit, bonjour, joyeux Noël. On lui a donné quelque chose à boire, il est entré dans le salon et les tout petits sont allés vers lui et on fait ce que font les tout petits et les jeunes l'ont demandé à raconter toutes leurs blagues et les adultes ont parlé du temps qu'ils faisaient et on se demandait un peu en nous regardant qui c'était ce type. 20 minutes après, il a dit, vous savez, vous êtes vraiment tellement gentil, mais je crois que je suis dans la mauvaise maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui habite ici qui s'appelle Rocco? Vous vouliez que je lise un peu plus? Mais vous me dites quand arrêter, OK? Oui. Que ce soit pour vraiment avoir tout ce qui compose la joie, nous ne saurons jamais mais ce qui est la vérité vraie, mais je sais ce que j'ai pu constater. Ma mère m'a dit que c'est aujourd'hui l'anniversaire de son mariage et maintenant mes enfants sont en train de montrer ce qui s'est passé lors de son mariage. Et ils ne savent pas qu'il n'y avait pas de danse lors du mariage de ma frère ou qu'en fait, c'était absolument proscrit dans la communauté. Ma mère pleure en regardant le waltz de mes enfants qui sont très formels et comiques en même temps et qui sont en train vraiment de faire un peu n'importe quoi, mais ils n'avaient pas de douleur. Le vent était en train de nettoyer les os. Ce n'était pas mon corps, le corps d'une femme, c'était le corps de nous tous et c'est surgi de la lumière. Mon fils montre une photo de ma mère et mon père. Ils avaient tous les deux 21 ans à l'époque. C'était leur photo de mariage. Et mon petit-fils, le plus jeune, est là, est en train de regarder la photo de façon intense. Et ma mère sort de sa chambre avec sa robe de mariée qu'elle a gardée tout ce temps et elle danse avec les enfants. Et là, elle dit « Ah, mince !» Et les enfants qui n'ont jamais entendu ce mot, les enfants, ils rient et après une confrontation, et elle est là, on lui donne le rôle de décider qui gagne la bataille des lightsabers. Et nous posons tous pendant un moment en silence avant que ça commence. Je dois dire que c'est vraiment tout un honneur de vous parler le jour où vous recevez la médaille Simons. C'est vraiment extraordinaire. Et merci. Merci pour tout ce que vous avez donné au monde, ce que vous nous avez donné à tous les lecteurs. Et je veux dire, bonne chance, amusez-vous et ne travaillez pas trop fort. Vous aussi et vous aussi. Merci.